Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gloria Salgado et je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertilab Barcelona. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'événement Questions et réponses avec notre directrice médicale, le docteur Federica Moffa. Elle nous parlera à propos des traitements les plus appropriés pour toutes les femmes qui souhaitent vivre la maternité en solo. Certains d'entre vous la connaissez peut-être déjà en tant que professionnelle réputée au niveau européen dans la procréation médicalement assistée ou peut-être d'avoir assisté à d'autres webinaires ou des vidéos. À travers ces webinaires, nous souhaitons résoudre de nombreuses questions que peut-être vous êtes en train de vous poser en tenant compte du contexte actuel du Covid et après une année remplie d'incertitudes. Tout d'abord, le docteur fera la présentation et après, elle répondra à toutes vos questions. Alors, vous avez deux sections. Il y a une section appelée chat pour que vous puissiez parler ou commenter entre vous et une autre section qui s'appelle questions où vous devrez poster toutes les questions adressées au docteur. Il est important que vous sachiez que vous ne devez poster vos questions dirigées au docteur que dans cette section. Moi-même, en tant que modératrice, je lirai à notre voix toutes les questions et le docteur Moffa répondra une par une oralement. Elle le fera tout en préservant la confidentialité de chaque participant. Ma collègue Esther sera aussi la modératrice par écrit, donc vous pouvez vous sentir libre d'exprimer tous vos doutes. Nous tenons à vous rappeler aussi que cette année est le 25e anniversaire de Fertilab Barcelona et que nous avons pu rapporter à la Société espagnole de fertilité le meilleur résultat clinique de notre histoire. C'est le résultat d'années de travail, d'innovation et de personnalisation des traitements en mettant toujours à l'avant le bien-être de nos patientes en tenant compte de chaque cas d'une façon très humaine. Finalement, je cède la parole à la directrice médicale de Fertilab Barcelona, le docteur Federica Moffa, qui vous donnera de plus amples informations sur ce bon résultat et sur les avantages que cela implique pour nos patientes. Merci beaucoup. Voilà, bonjour et merci Gloria. Je suis très contente de pouvoir parler avec tout le monde pour raconter un peu qu'est-ce qui se passe à Barcelone, qu'est-ce qui se passe à Fertilab. On est encore dans un contexte assez compliqué par la pandémie. Mais on observe que les patientes arrivent toujours à compléter les traitements. Donc, on peut être content que pour des raisons tellement prioritaires comme la reproduction, nos patientes arrivent à Barcelone et sont capables de compléter leur traitement et que les résultats sont de plus en plus favorables pour obtenir le bébé que nos patientes souhaitent. Donc, par rapport à la difficulté de voyager, je vais confirmer qu'actuellement, avec un certificat médical que Fertilab va fournir aux patientes, vous pouvez passer la frontière, soit en voiture, ou voyager en avion, ou en train, et rentrer en Espagne. Il faut évidemment avoir une PCR négative inférieure à 3 jours au moment qu'on rentre en Espagne. Et le même résultat de la PCR va servir aussi pour compléter la procédure de fécondation. Donc, avec un seul test de PCR, les patientes peuvent à la fois voyager et compléter leur cycle de procréation médicalement assistée. Donc, la situation, évidemment, du Covid nous impose toutes les procédures de protection. Donc, évidemment, le masque, utiliser les gels toujours, essayer de ne pas être dans un endroit fermé trop longtemps et avec un nombre limité de personnes. Donc, on a vu que si on observe les mesures de protection, le risque de contamination par Covid est vraiment très, très faible.
L'autre chose, c'est aussi évidemment que toutes les patientes qui peuvent avoir accès au vaccin, on invite à compléter le vaccin contre le Covid. Il a été démontré que même chez les femmes enceintes, il vaut mieux être vacciné ou se faire vacciner même pendant la grossesse plutôt que s'exposer au risque d'une pneumonie bilatérale à cause du Covid. C'est un virus, comme on sait, que peut donner pas de symptômes dans certains cas, donc chez des personnes jeunes et avec un système immunitaire fort, parfois il n'y a même pas de symptômes, donc c'est des porteurs, disons. Mais on a aussi vu que les risques de tomber malade par Covid pendant la grossesse sont à éviter absolument. Plusieurs patientes demandent donc combien de temps il faut attendre après le vaccin pour démarrer son cycle de PMA. Eh bien, la réponse est 15 jours. Une fois qu'on a complété, disons, on a complété la deuxième dose du vaccin, on peut procéder au traitement des PMA en toute sécurité. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui arrivent par rapport à ça. Je ne sais pas si Gloria, elle veut me poser des questions. Oui, bonjour à nouveau. Alors, Dr Mofa, nous avons la première question. Une dame nous dit comment se passe une FIV double don chez Fertilab? Est-ce c'est douloureux ou cela ressemble à une insémination? Voilà, c'est une très bonne question. Le double don, c'est un cycle de traitement de fécondation in vitro qui se base sur le fait que les ovocytes sont prélevés chez une donneuse. Donc, c'est la donneuse même qui va faire la stimulation ovarienne et les prélèvements ovocytaires. Et de l'autre côté, le sperme provient de notre banque de sperme. C'est-à-dire que pour la procédure de fécondation, la patiente, soit la receveuse, elle ne doit pas faire aucun traitement. Au moment qu'on obtient les embryons, et on part toujours de blastocytes, c'est-à-dire des embryons qui sont déjà développés jusqu'au J5 ou J6, donc à ce moment-là, la procédure de transfert embryonnaire dans l'utérus, c'est une procédure absolument ambulatoire, avec un cathéter tout fin, on ne nécessite aucune anesthésie, ça se passe sous échographie et ça dure 5 minutes. Tout de suite après la procédure, la patiente elle peut se lever, elle peut s'habiller et partir à 5 minutes après le transfert. Parce que l'implantation, ça se passe dans les jours qui suivent et la patiente peut faire une vie tout à fait normale. Donc, la réponse à la question est, c'est une procédure non invasive, pas douloureuse et très, très rapide. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous avons la deuxième question. Bonjour, avec cette période de pandémie, je souhaite savoir s'il est conseillé de se faire vacciner avant de débuter les projets de PMA ou cela n'est pas conseillé? Bon, j'ai déjà répondu, donc absolument oui. On conseille le vaccin absolument, si possible, avant le démarrage des procédures de PMA. Si ce n'est pas possible, et donc si attendre le vaccin, ça signifie repousser 6 mois le traitement, on peut en parler. Mais toutes patientes qui ont la possibilité de se vacciner avant, moi je conseille absolument de le faire. Parfait, merci beaucoup. Alors, la suivante question. Y a-t-il possibilité d'avoir un soutien psychologique le jour J au cas où on se sentirait seul ou angoissé? C'est une très bonne question. Donc, nous, on a une psychologue dans la clinique. Elle n'est pas francophone à la base, donc éventuellement, si nécessaire, on va apparier la psychologue à votre coordinatrice pour faire la traduction. Ou on a aussi une collaboration avec une agence qui peut fournir un soutien
en français avec des professionnels de la santé, entre autres des psychologues aussi pour des traitements de suivi par acupuncture ou des traitements alternatifs qui peuvent accompagner la patiente. Donc ça, on peut le mettre en place à la demande de la patiente sans problème. C'est parfait. Alors, nous avons une dame qui nous adresse cette question. Si l'on décide de rester 2 ou 3 jours sur Barcelone, où est-il possible de faire un nouveau test PCR valable pour repartir? Bien sûr, chez Fertilab, on va pouvoir faire nous-mêmes le test que les patients nécessitent pour rentrer en France. Parce que, évidemment, c'est clair que soit on fait un aller-retour sur les 3 jours et donc un seul test est valable pour rentrer et pour sortir de l'Espagne, soit, évidemment, les patientes vont se soumettre à un nouveau test qu'on peut faire nous-mêmes ici. Parfait. Alors, suivante question. Dame qui nous dit « Hola, pouvez-vous parler du don d'embryon, les chances de réussite et comment vous faites le choix du blastocyste ?» Merci. Ok, donc le don d'embryon, c'est la possibilité d'accéder à un traitement qui se base sur le transfert d'un utérus d'un embryon qui a été laissé en don dans la banque des embryons. Notamment, c'est des blastocystes, et c'est des blastocystes qui sont restés surnuméraires à partir des cycles de don d'ovocytes, soit avec le sperme d'un donneur ou soit avec le sperme d'un patient. Tous les embryons qui sont dans la banque sont de haute qualité parce que sinon, on n'aurait pas congelé des embryons s'ils ne sont pas des blastocystes de très bonne qualité. Et la probabilité d'implantation, elle est autour de 40-45% par embryon qu'on transfère. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il y a une dame qui nous pose cette question. Est-il possible de faire une PMA dans la période entre les 2 doses de vaccin ou faut-il attendre d'avoir reçu la 2e dose? Merci. Alors, ça dépend du vaccin. Vous savez que, par exemple, le Pfizer, entre une dose et l'autre, il y a 3 semaines. Donc là, moi, j'attendrai la 2e dose avant de démarrer. Par contre, autre type de vaccin comme AstraZeneca, donc il y a 3 mois entre une dose et l'autre. Dans ces cas-là, on peut faire un traitement après la première dose. Donc après 15 jours après la première dose, qui donne déjà un tout petit peu d'immunité, mais pas attendre 3 mois et repousser les traitements de 3 mois. Donc oui, on peut le faire dans le cas que les 2 doses soient très très loin dans le temps. Très bien. Alors, nous avons cette question. Bonjour, quels sont les risques de grossesse multiple avec une insémination et quels examens sont demandés aux donneurs? Des sida, etc. Merci. Ok. Donc, pour répondre à la première partie de la question, s'il y a un risque de grossesse gemellaire, il y a un risque lié au fait que parfois, dans les inséminations, on observe la croissance de plusieurs follicules à la fois. Mais il faut savoir que c'est pour ça que dans les inséminations intra-utérines, d'habitude, on donne des stimulations très, très faibles. C'est pratiquement simplement un accompagnement de l'ovulation naturelle. Donc, c'est peu probable d'avoir plus qu'un follicule à la fois. Et dans les cas où on observerait qu'il y a plus de 2 follicules qui se développent, on annule les cycles justement pour éviter le risque des grossesses multiples. Pour ce qui concerne la deuxième partie de la question était les tests chez les donneurs de sperme, comme justement, à part les tests des maladies infectieuses, HIV, syphilis, hépatite B, hépatite C, on demande un test pour des maladies génétiques. Quand je parle de tests génétiques, je veux dire d'un côté le karyotype, c'est-à-dire le test des chromosomes, qui est d'office évidemment normal chez tous les donneurs de sperme, et aussi la recherche de certaines mutations pour les maladies génétiques les plus fréquentes.
On teste par exemple la mucoviscidose, la thalassémie, la surdité, la dystrophie musculaire. C'est les mutations qui sont plus fréquentes de la population. C'est-à-dire que comme le donneur il n'est pas porteur, même si la patiente receveuse serait porteuse, le risque de maladie pour cette mutation est relativement rare, très rare, du fait que le donneur est négatif. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, la suivante question. Bonjour, quels sont les délais pour un double don? Est-ce que vous faites des dons non anonymes? Merci. Alors, là, j'entends qu'on parle du don d'ovocytes ou de sperme. En tout cas, ni dans le don de sperme que dans le don d'ovocytes, on a une liste d'attente. Nous, pour le don de sperme, on a une banque, Fertibank. Donc, on a tout le temps un donneur disponible à Paris à la patiente. Et pour le don d'ovocytes aussi, un programme de dons. Donc, on a constamment des donneuses qui rentrent en cycle et qui vont être appariées à la receveuse. Et l'autre partie de la question, c'était, à part le délai, il y avait une autre partie de la question. Est-ce que vous faites des dons le don non anonyme? Non, voilà. Ça, c'est pas... Dans la loi espagnole, le don est anonyme et donc il n'y a pas de possibilité de faire ce qu'on appelle le don direct. Il y a des pays en Europe où ça c'est possible, notamment la Belgique, on peut faire un don direct, donc avoir sa propre donneuse ou son propre donneur, évidemment avec toute une série de limitations, mais en Espagne, ça c'est interdit par la loi. Parfait, merci. Alors, nous avons cette question. Bonjour, peut-on se faire accompagner par une personne malgré la situation actuelle? Est-ce un problème à la frontière? Merci. On peut se faire accompagner. Normalement, on a un accompagnant. Là, c'est un peu difficile de dire combien à 3 ou 4, mais évidemment, la patiente peut se faire accompagner. On va fournir un certificat aussi pour la personne qui accompagne la patiente, voir si c'est son couple, évidemment, mais aussi dans le cas que ce soit quelqu'un qui veut l'accompagner, tout simplement. Et à la frontière, il n'y a pas de souci. Donc, avec les certificats, on a pas mal des patientes qui ont fait ça sans aucun problème. Parfait. Alors, suivante question. Est-ce que pour une femme relativement jeune, 36 ans, un taux de FSH élevé, 14, peut être responsable d'un taux d'aneuploïdie plus élevé? Merci. C'est une question très intéressante. Donc, il faut, quand on parle des hormones et de la réserve ovarienne, il faut différencier entre quantité et qualité. La quantité est effectivement liée au taux d'hormones, donc un FSH élevé à 14 parle d'une réserve ovarienne un peu réduite par rapport à l'âge. Ce serait intéressant dans ce cas-là d'avoir le résultat de l'AMH, c'est une variable encore plus fiable de la réserve ovarienne. Mais donc ça parle de la quantité des follicules qu'on peut espérer stimuler ou que la patiente peut produire. Par contre, la qualité, donc les anéuploïdies, c'est-à-dire la présence d'anomalies à l'intérieur du noyau des ovules, ça est plus lié directement à l'âge. Donc, une patiente de 36 ans avec une faible réserve ovarienne, mais du fait qu'elle a 36 ans, le risque d'aneuploïdie est lié à son âge. Donc, il n'est pas élevé plus que les mêmes patientes de son âge. Alors, il y a une dame qui vous remercie, Dr Moffat, pour votre réponse et nous demande, et pouvons-nous implanter 2 blastocystes toujours dans le cas du don d'embryon? Non. Dans les cas de don d'embryon spécialement, on fait toujours des transferts uniques pour plusieurs raisons. En tout cas, parce que dans la banque, les blastocystes sont congelés individuellement et par la loi espagnole, on ne peut pas transférer à la fois dans l'utérus des embryons qui proviennent peut-être de 2 cycles différents. Donc, ça, d'un côté. De l'autre côté, même si
ce serait possible. C'est très déconseillé chez des receveuses de transférer 2 blastocystes à la fois parce qu'il y a un risque de provoquer une grossesse gémellaire qui est une grossesse de risque. Parce que les grossesses gémellaires, et ça dépend aussi en fonction de l'âge de la receveuse, mais au-delà des 42-43 ans, une grossesse gémellaire, c'est une grossesse qui engendre un risque de fausse couche et des accouchements très prématurés. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, suivante question. En cas d'anénormose, est-ce que les chances d'implantation de l'embryon sont diminuées lors d'un transfert? Merci. Je n'ai pas entendu la première. Un cas de anéuploïdie? Adénomiose. Adénomiose, ok. Oui, pardon. Voilà, ok. En cas d'adénomiose, oui, il y a des études et des statistiques montrent que la réceptivité de l'utérus peut être diminuée. Mais c'est très difficile de calculer a priori combien, parce qu'on sait que voilà, il y a des patientes avec adénomiose qui peuvent avoir un utérus moins réceptif, mais il y a aussi des patientes que tombent enceintes avec une probabilité normale. Donc, c'est très, très difficile de dire à chaque cas si l'adénomiose peut diminuer les chances. Et on peut quand même préparer l'utérus avec des protocoles et des médicaments qui peuvent refroidir un peu l'adénomiose avant de programmer le transfert. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous avons cette question. Combien de temps faut-il entre le dernier jour des règles et la ponction? Ça, c'est variable. Je dis toujours que la biologie n'est pas mathématique, donc ça dépend de plusieurs variables. Ça dépend si le cycle naturel de la patiente, déjà, c'est un cycle court ou long. Ça dépend de la réponse aux médicaments. Mais grosso modo, une ponction ovarienne dans un cycle avec une réponse normale, ça va tomber entre le J12 et les J16 dans le cycle. Parfait, merci. Alors, nous avons cette dame qui nous demande « J'ai fait un Covid en février et 25% de mes poumons atteints. J'aimerais savoir sous combien de temps je peux commencer ma stimulation pour la FIV. » Donc, plus que la stimulation pour la FIV, ce qui est à voir, c'est vis-à-vis de la grossesse. Parce que finalement, pour se soumettre en ponction ovarienne et à la stimulation, même s'il a une capacité pulmonaire un peu réduite, a priori, on peut, mais les problèmes, ça se pose plutôt vis-à-vis de la grossesse. Donc, moi, je pense que je conseillerais à cette dame de voir avec son pneumologue, voir s'il y a la manière de récupérer encore plus, donc voir si avec une réhabilitation pulmonaire, on peut améliorer cette situation et après évaluer aussi avec le gynéco qui va suivre la grossesse, le risque pendant la grossesse. Merci beaucoup, Dr Moffat. Nous avons cette question. Bonjour, je sais qu'en Espagne, c'est l'anonymat de donneur-donneuse qui est la règle. Je réfléchis à la construction de l'identité de l'enfant à venir en double don. Quelles informations peut-on avoir sur les donneurs-donneuses? Merci de votre retour. Oui, les patientes vont connaître l'âge, le groupe sanguin des donneurs et des donneuses et ils savent que l'appariement est fait sur la base des caractéristiques physiques. En principe, on n'est pas censé donner plus d'informations justement pour éviter de casser l'anonymat. Vous savez qu'aujourd'hui, avec surtout les moyens de communication qu'on a, les réseaux sociaux, etc., c'est très délicat de donner des informations qui pourraient permettre de révéler l'identité de nos donneurs et donneuses qui, évidemment, sont protégés par l'anonymat. Et donc, après, moi, quand les patientes me les demandent, j'aime bien peut-être donner des informations qui peuvent être utiles aussi à la patiente, voir si les donneurs ou la donneuse ont des intérêts
donner quelques informations au niveau des caractéristiques physiques générales, en sachant que l'appariement est toujours fait sur la base aussi des photos. Les patients ne peuvent pas voir les photos des donneurs, mais nous, à la clinique, l'appariement, on le fait justement très ciblé sur l'image et sur le phénotype. Merci beaucoup, Dr Mofa. Alors, nous avons cette question. Avec les Covid, nous devons venir seuls ou une attestation d'accompagnement peut être donnée à un membre de notre famille? Merci. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Évidemment, on peut donner un certificat pour l'accompagnant. Donc, pas de problème. D'accord, parfait. Alors, nous avons cette question. A-t-on du recul avec les Covid longs? Peut-on commencer un traitement PMA malgré tout, car le Covid long peut durer un an? Je n'ai pas trop compris la question. Alors, attendez, je veux répéter, excusez-moi. A-t-on du recul Covid long? Peut-on commencer un traitement PMA malgré tout, car le Covid long peut durer un an? Ben, on a déjà passé un an de Covid et on ne sait pas quand est-ce que vraiment la pandémie aura terminé. Donc, la situation actuelle, comme je disais, nous permet de traiter nos patients. Donc, une patiente qui veut démarrer, je pense que je conseille de démarrer actuellement parce qu'elle ne va pas avoir des problèmes et que si on va attendre réellement la fin de la pandémie, on risque d'attendre encore 2 ans. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, suivante question. Est-ce que vos équipes sont au complet? Les délais de réponse sont-ils les mêmes qu'à l'accoutumée? Les mêmes que? Alors, attendez. Est-ce que vos équipes sont au complet? Les délais de réponse sont-ils les mêmes qu'à l'accoutumée? Que d'habitude, j'imagine. Ah, les mêmes que d'habitude, voilà. C'est vrai qu'actuellement, on a beaucoup de demandes. Donc, si c'est vrai que peut-être on arrive, notre objectif, c'est de répondre dans la journée, au maximum 48 heures. C'est vrai que parfois, si on a des semaines très chargées, les patients risquent peut-être d'attendre 3-4 jours. Hein. Mais en principe, ça ne devait pas être plus que ça. Ben, on vient d'augmenter l'équipe avec plus de personnes justement pour répondre rapidement à la demande. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-on mis au courant si les donneurs de sperme ou la donneuse d'ovocytes a une maladie type cancer ou autre après leur don, même si c'est plusieurs années après les dons? Donc, dans les dossiers des donneurs et donneuses, les mêmes donneurs et donneuses, ils s'engagent, hein, ils signent un consentement dans lequel ils s'engagent à communiquer tout type de maladie qui pourrait intervenir aussi dans les années à venir. Hein. Donc, en principe, ça nous arrive parfois que même des années après un don, des donneurs ou des donneuses nous communiquent des informations et si c'est important et nécessaire, on va aussi transmettre cette information aux patientes qui ont reçu le don. Hein. En général, dans les dossiers, il y a aussi toute l'histoire familiale. Hein. Donc, par exemple, si dans une famille, la donneuse, il y a des cas répétés, par exemple, de cancer du sein, d'office, la donneuse n'est même pas inclue dans les programmes. Donc, le risque de développer un cancer en jeune âge, c'est un risque très, très faible dans la population des donneurs et donneuses, hein, parce que déjà, ils sont sélectionnés à la base. Merci beaucoup, Dr Mofa. Alors, suivante question. Y a-t-il beaucoup d'effets secondaires ou des risques pour la santé avec des stimulateurs d'hormones pour une insémination ou une FIV? Merci beaucoup. Donc, la réponse rapide est non. Surtout pour les inséminations, comme je disais avant, la dose d'hormones qu'on donne est vraiment, vraiment très faible et donc les niveaux d'estrogène que la patiente va atteindre sont pratiquement les niveaux naturels. Pour la FIV, c'est un peu plus, mais pour une durée tellement courte hein, que les effets sur la patiente
à long terme sont vraiment irrisoires. Il y a des études qui ont été publiées sur des milliers de cycles de fécondation, des traitements patients qui ont fait plusieurs cycles, hein, et donc il n'y a pas un risque à augmenter, sauf si la patiente elle a son propre risque, par exemple génétique. Alors là, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on demande chez certains patients de faire aussi peut-être une échographie ou une mammographie avant de se soumettre à des traitements. Merci beaucoup, docteur Moffat. Alors, nous avons une dame qui nous adresse cette question. Bon, déjà, elle vous remercie pour votre réponse. Comment expliquer l'échec d'implantation de plusieurs blastocystes de très bonne qualité s'il n'y a pas de problème à l'utérus? Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment les cas les plus compliqués. Donc, quand on a vérifié que les embryons sont de bonne qualité, il faudrait voir si les embryons avaient été testés aussi avec des tests génétiques, hein, parce que parfois, la qualité embryonnaire d'un point de vue morphologique peut être bonne, mais l'embryon en soi, il peut avoir des anomalies des chromosomes qui empêchent l'implantation. Et ça dépend surtout de l'âge de la femme. Hein. Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'embryons qui proviennent d'une femme jeune ou pas. Mais disons que le côté embryonnaire est normal. Évidemment, on va regarder du côté de l'utérus. On peut faire plusieurs tests, hystéroscopie, biopsie de l'endomètre, des études pour voir si la réceptivité de l'endomètre est bonne, hein, donc il faut vérifier ça. Mais imaginons que tout ça est normal, l'embryon est parfait, l'utérus techniquement est parfait et parfaitement réceptif. On peut encore aller regarder sur le système immunitaire et sur le système de coagulation de la patiente, parce que il est démontré que chez certaines patientes qui ont une auto-immunité, une maladie auto-immune ou une anomalie de la coagulation, la réceptivité est diminuée. Merci beaucoup, docteur Moffat. Nous avons cette question. Y a-t-il une possibilité que l'unique blastocyste transféré devienne une grossesse gemellaire? Voilà, encore merci pour vos réponses. Oui, ça peut arriver. Donc, évidemment, c'est dû au fait que parfois les blastocystes se divisent en deux quelques jours après les transferts. Hein, donc, et ça va provoquer une grossesse homozygote, c'est-à-dire deux jumeaux identiques. Hein. C'est pas trop fréquent, mais ça arrive. Donc, on calcule que c'est de l'ordre de 3%. D'accord. Alors, suivante question. Après un premier transfert chez nous qui n'a pas fonctionné, le deuxième est prévu fin du mois. Si tous les tests sont bons ayant 47 ans, j'ai stress que ça ne fonctionne pas. Y a-t-il une garantie de grossesse? Donc, nous, on a comme possibilité pour les patientes la garantie de grossesse, mais c'est quelque chose qu'il faut faire avant de démarrer les cycles. Donc, c'est un engagement que la clinique donne aux patients, comme quoi, si en ayant complété 3 cycles de dons d'ovocytes, je ne parle pas de 3 transferts, hein, je parle de 3 cycles complets, et on n'a pas obtenu une grossesse qui arrive au-delà de 5 mois, donc à l'accouchement favorablement, on rembourse les patients dans 70%. Mais sur le fait qu'on a eu des transferts sans résultat et que le dernier puisse ne pas donner de résultat, si les patients n'ont pas fait une assurance avant de démarrer, on ne peut pas donner la garantie et le remboursement. D'accord. Alors, suivante question. Est-ce qu'il est possible de connaître le sexe de l'embryon transféré? Merci. Techniquement, oui. Pratiquement, on ne va pas révéler aux patients le sexe de l'embryon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça, c'est possible dans les cas où l'embryon va passer à travers le DPI, donc le diagnostic préimplantatoire. Donc, quand on analyse les chromosomes de l'embryon pour voir
s'il est en bonne santé, hein, parce que l'objectif du DPI, c'est pas connaître le sexe, mais c'est de savoir si l'embryon n'a pas d'anomalie des chromosomes, eh bien, en même temps, on peut savoir le sexe de l'embryon parce qu'on regarde, entre autres, le chromosome X et les chromosomes Y. Hein, ce sont les chromosomes qui donnent le sexe. Donc, un embryon féminin, une petite fille, c'est chromosome XX et le garçon, c'est XY. Mais cette information, on ne peut pas la donner aux patients au moment du transfert parce qu'en Espagne, il est interdit de sélectionner les embryons sur la base du sexe. Merci beaucoup, docteur Moffat. Suivante question. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un BMI en dessus des 30 pour faire un transfert d'embryon en ayant 41 ans? Merci. Donc, nous, on conseille toujours d'avoir un BMI inférieur à 30 lié au fait qu'il y a des risques qui sont liés justement au surpoids et à l'obésité. Mais voilà, on arrive parfois à accepter jusqu'à 34. Mais ce n'est pas l'idéal. Donc, l'idéal, c'est effectivement faire un transfert avec un BMI inférieur à 30. D'accord, merci beaucoup. Suivante question. Bonjour, à combien doit-on estimer à peu près une démarche de PMA, une fourchette de budget afin de s'organiser? Merci beaucoup. Ça peut être Gloria, elle peut parler mieux que moi. Mais PMA, ça dépend si c'est un PMA avec insémination, si c'est une FIV, si c'est un don d'ovocytes, si c'est une garantie de grossesse. Hein, on part de 1 000 € pour les inséminations pour arriver à 18 000 € pour les garanties de grossesse en don d'ovocytes. Donc, c'est vraiment une grande fourchette. Hein. Mais donc, la FIV, par exemple, c'est sur les 5 000 €, si je ne me trompe pas. Les assistants vont être beaucoup plus donner des réponses beaucoup plus précises sur ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, suivante question. Nous avons une dame qui nous demande « J'ai eu les Covid pendant la préparation de l'endomètre pour un transfert d'embryon. J'ai interrompu les traitements. Je suis régulière d'habitude, mais aujourd'hui, cela fait 40 jours de retard des règles. Et c'est normal? Merci. Si c'est juste après avoir interrompu la préparation de l'endomètre, hein, je ne sais pas si ça a été interrompu du jour au lendemain et peut-être on n'a pas complété le cycle de traitement, on peut avoir un retard. Moi, je pense que j'attendrai encore une semaine et après, on pourrait faire une échographie, une prise de sang pour vérifier si c'est simplement un retard ou s'il y a quelque chose qui provoque ce retard. D'accord, merci beaucoup. Quels sont les taux de réussite des adoptions d'embryons? Je pense que j'ai déjà répondu à la réponse. On a un taux de réussite autour de 40-45% pour chaque blastocyste qu'on transfère chez la patiente. Hein, c'est un taux en réalité, c'est un taux de naissance. Hein. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous avons cette question. Quelle est la durée d'un traitement FIV avec notre matériel génétique? Merci. La durée, c'est, comme je disais, plus ou moins le prélèvement ovocytaire, ça tombe entre J12 et J14 dans un cycle. La patiente, en général, démarre le J2, J3, elle démarre une stimulation hormonale par piqûre tous les jours et échographie dans la deuxième semaine de stimulation tous les 2 jours. Quand on voit que la patiente est prête, on programme le prélèvement ovocytaire et si le transfert est prévu sur le même cycle, donc 5 jours après le prélèvement ovocytaire, on procède au transfert. Donc, tout compris, entre le démarrage, la stimulation, le prélèvement ovocytaire et le transfert, on peut calculer 2-3 semaines. Mais la patiente, elle n'est pas obligée à rester ici tout le temps. Hein. Donc, la première partie,
elle peut se faire suivre par son gynéco. Donc, toute la partie de stimulation et suivi folliculaire par échographie, ça se fait sans devoir se déplacer à Barcelone. Et on va venir à Barcelone juste le jour du prélèvement ovocytaire et donc pour le transfert. Bon, merci beaucoup, docteur Moffat, pour votre temps et pour votre professionnalisme. Merci beaucoup à tous aussi pour votre participation. J'espère que nous avons pu résoudre toutes vos questions. Si jamais vous avez encore d'autres doutes qui vous reviennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail france@fertilab.org et nous reviendrons vers vous dès que possible. D'accord? Et je vous souhaite une excellente journée et on vous attend à Fertilab Barcelona. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Beaucoup. Au revoir.